Salut à toutes, salut à tous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Benjamin, ça va? Ça va et toi? Ouais. On est de retour sur Baron Vert ce soir. Avec vous, on parle de la campagne, on décrypte l'actualité. On fera aussi la météo du climat. Vous y êtes habitués maintenant, c'était une belle opération. Puis cette fois, pas de veste verte, donc C'est on parfait. ne verra pas au travers. J'ai compris la leçon. Et on vous souhaite la bienvenue. Et puis bienvenue à Lucius 3000. Nous allons à Belfort où Emmanuel Pour ceux Macron que j'ai vu qui va avaient écrit en prononcer premier. un discours. Et Sandra, on va commencer aujourd'hui du coup avec l'œil écolo. Tout à fait, et jingle. Jingle. Eh ben moi j'avais un truc qui m'a un peu marqué parce que c'est un sujet d'actu. C'est la question de la mobilisation de la justice. Si on peut mettre juste un petit peu à l'écran l'article. Alors ça date de quelques jours, de la semaine dernière, et c'est une tribune envoyée, enfin co-signée par des milliers de magistrats, alors je ne sais plus combien, et qui raconte un peu la difficulté que c'est. Alors la justice, c'est un peu le point cardinal dans un pays, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on ait tous le même accès au droit, le même respect, tout ça. Et il y a cette phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est « La question pourrait être posée ainsi. Souhaitez-vous être jugé par un juge au bord de l'épuisement et ne pouvant vous écouter plus que quelques minutes, ni prendre le temps d'examiner votre affaire ?» C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a besoin de se mobiliser et c'est pour ça qu'il y a besoin de plus de moyens pour la justice. C'est ce qu'ils demandent de tous. Alors ça paraît un peu lointain, on se dit que ça marche à tous les coups. C'est un peu comme l'hôpital, on se dit il continue à sauver des vies, tout va bien. Moi je crois qu'on a plusieurs urgences. On a l'hôpital qui est en crise depuis bien avant le Covid. On a la justice qui est en crise. On avait il n'y a pas longtemps des manifs de policiers. J'ai l'impression que les services publics vont pas très bien chez nous. Les profs sont aussi très en colère parce qu'ils n'ont plus les moyens de donner une bonne éducation aux jeunes. Et moi, ça m'inquiète beaucoup qu'on maltraite comme ça notre service public, qu'on soit plus en capacité de se respecter nous-mêmes, parce que c'est ça en fait, pas respecter son service public. Donc j'avais envie de vous faire un petit focus sur cette actualité. Là, c'est un article dans Libération, c'est pas les seuls à l'avoir traité. Mais c'était un sujet qui m'intéressait. Je ne sais pas vous, on peut peut-être enlever l'article maintenant. Si tu peux... Merci. Je ne sais pas vous, si ça vous fait réagir, si ça vous parle, si ça vous paraît lointain ou proche. Il y a Symbolum 1956 qui a raison, hein, c'est tous les services publics qui sont aujourd'hui attaqués. Celui de la justice, ça s'est peut-être un peu moins vu ces dernières années, parce qu'effectivement c'est une institution qui ne peut pas s'arrêter de tourner, mais qui est malmenée. Il y a de la souffrance chez les personnels et puis aussi chez les justiciables, parce qu'en fait, tu le disais, hein, quand on est la durée avant qu'une affaire soit traitée, c'est qu'on soit accusé, victime, qu'on porte plainte, quelle que soit sa situation dans le parcours judiciaire, on subit, du coup c'est du temps, c'est aussi de l'angoisse, et donc c'est bon pour personne. Et il y a aujourd'hui un vrai malaise. Ça fait des années qui durent, hein, faut le dire, ça fait des années, des décennies qui durent. Et ça s'accumule du coup. Et ça s'accumule. Et en plus, à chaque fois, moi, ce que je trouve un peu particulier aussi dans le débat politique, c'est qu'on va toujours dire sur les questions de sécurité, il faut de la fermeté, il faut des moyens, etc., etc. Et on ne donne pas à la justice, en fait, les moyens de faire en sorte que les choses se passent bien. Et ça, c'est là aussi un appel à la mobilisation qu'on relaie. Et Yannick avait soutenu plusieurs fois les mobilisations du monde de la justice, et on sera encore à leur côté, évidemment. Ouais, donc vraiment bravo à tous nos services publics, big up pour tout le travail que vous faites, malgré les insultes assez régulières sur les corps de fonctionnaires. Devic à tente moyenne en cours d'appel, 17 mois. Imagine dans une vie ce que ça représente. 17 mois pour attendre tout simplement d'avoir un jugement. Traite ton cas, et même y compris pour celles et ceux qui travaillent dessus. On pense aux avocats, on pense à tout le monde de la justice et du droit. C'est aussi une mise en situation difficile, quoi. Enfin, c'est vraiment pas des délais raisonnables pour une grande démocratie comme la nôtre, parce que dans les piliers de la démocratie, il y a évidemment la justice. C'est pas simplement voter, mais bien sûr c'est ça. C'est pas simplement pouvoir parler librement, c'est aussi avoir accès à une justice de qualité. Et donc je te remercie d'avoir posé ce débat-là d'entrée de jeu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui dans le débat de l'élection présidentielle. Non, on est un peu monopolisé par des trucs genre le grand remplacement, tout ça, mais je crois que je vois où tu veux en venir. Enchaîner dessus, hop, je vais remettre sur mon écran. Moi, ce qui m'a marqué ce week-end, j'avoue, je m'ennuyais un peu hier. Il pleuvait, tout ça, donc j'ai regardé. Non, il pleuvait pas en plus, donc j'ai vraiment aucune excuse. J'ai regardé le meeting de Pécresse. On est porte-parole, donc on a quand même c'est toujours intéressant de regarder ce que dit l'adversaire, et j'ai été vraiment effrayé en fait. On va se faire un petit plaisir. Vas-y, mettons-le. Première fois
Le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans 10 ans, serons-nous encore la 7e puissance du monde? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la... Oui. Eh bien, autant pour moi, il y a Macron qui joue derrière. Attendez 2 secondes. Voilà, du coup, vous voyez un peu tout ce qu'on va voir. Vous avez fait une synthèse de la droite en 30 secondes grâce à Sandra. Allez, je relance Pécresse. La Chine. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Ouais, bon voilà, moi je pense que ça se passe d'explications, mais je vais quand même essayer d'en donner une. Moi ça m'inquiète beaucoup, parce que Pécresse, elle a parlé de Simone Veil, elle a parlé de Chirac, de l'héritage gaulliste, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans son discours? Elle a repris, non pas un slogan, non pas une idée, elle a repris une théorie complotiste, une théorie raciste, une théorie qui a conduit à la mort de personnes dans le monde, à l'attentat, vous savez, Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y a un type qui, au nom de la théorie du grand remplacement, est allé tirer sur des gens, a tué des gens. Donc en fait, elle diffuse, et c'est ça qui est dramatique, c'est que tout le monde a commenté ce matin la prestation ratée de la candidate, sur la forme, etc. Ça, c'est une chose, et bon, réussir ou rater des meetings, j'allais dire, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'une candidate de la droite, dite républicaine, aille chasser sur le terrain de l'extrême droite en reprenant ses mots, son vocabulaire pour se faire acclamer là-dessus par toute une salle de 6000 personnes, dont le président du Sénat, une institution importante de notre République, des gens qui sont des élus locaux, des responsables, des parlementaires qui se lèvent pour applaudir quand elle reprend l'idée du grand remplacement qui est vraiment le fond de commerce de la droite raciste et identitaire dans ce pays. Moi, je trouve ça très très inquiétant et je crois que ça prouve que la digue républicaine a explosé. Ah ouais, je vois aussi. Alors, bon, on est désolé, on a traumatisé des gens. Je crois que c'est Romaine qui dit écoutez en même temps. Macron et Pécresse, c'est vraiment trop. Quelle horreur, voilà. Vous êtes plusieurs à avoir subi ça, on est désolé, mais on va vous faire un peu du décryptage de Macron après. Et ça vous fait dire, elle ne sait pas parler, tout ça. En tout cas, elle sait bien parler le Zemmour. Si elle savait parler un peu mieux le républicain, ou au moins l'antiracisme de base, ce serait mieux. Et du coup, il y a un truc moi, qui m'a fait rire. Allez, je vais faire un peu plus léger là. Ce matin, du coup, pour rattraper le meeting raté, Pécresse, elle s'est affichée à côté de Balladur. Alors, désolé pour les non-boomers qui nous regardent. Édouard Balladur, il était Premier ministre quand j'avais 1 an, 2 ans. Pardon, quand j'avais 3 ans. Quand j'avais 3 ans, Édouard Balladur était Premier ministre de droite, le dernier Premier ministre de la cohabitation avec François Mitterrand, en 93-95. Et alors, elle s'est affichée avec lui ce matin pour qu'il lui apporte son soutien. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ceux qui étaient là en 1995 ou qui ont regardé l'histoire politique savent que la campagne d'Édouard Balladur est considérée comme le modèle d'une campagne ratée dans les campagnes électorales. Il n'allait pas voir les gens, c'était distant, c'était très, très hautain, voilà, c'était une campagne nulle, une campagne complètement ratée. D'ailleurs, il s'est fait en 95 complètement doublé par Chirac, alors qu'au début, en entrée de campagne, il était archi favori, il devait gagner quasiment au premier tour. Bon. Donc j'ai trouvé que c'était, de la part de Pécresse, au moins audacieux de s'afficher. Voilà. Qui fait remarquer à juste titre, un peu hypocrite, Pécresse qui avait quitté LR à cause de sa ligne trop droitière de Wauquiez lorsqu'il était président. Il y a même pire, il y a des tribunes de Pécresse quand elle était porte-parole des Républicains, c'était peut-être l'UMP même à l'époque, où elle dit que justement la France doit être un pays divers, métissé, etc. et que c'est ça qui fait le sel de la droite. Donc vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, tu as vu Sandra, ce matin, celui qui fait tous les plateaux de télévision pour dire regardez, ma ligne est portée par la candidate, c'est Ciotti. Donc, oui, alors ça c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qui nous dit que c'est Stéphane Keldan qui dit ça va clairement piquer dans l'écuelle du Borgne. C'est une façon très cash de dire les choses, mais tu as tout à fait raison. Ça va du côté de l'extrême droite. Donc tout ça. Alors, c'est quoi les réflexions de la Pécresse? C'est direct, j'ai pas compris. Balladur, j'avais 37 ans, c'était déjà la droite financière avec ses liaisons avec les conseils d'administration d'entreprise. Dit Vernica, ouais. On a des viewers en forme. On a des viewers en forme. N'hésitez pas à réagir, on essaie de répondre au mieux. Pécresse, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est, mais on en parlait tout à l'heure avant de lancer l'émission, c'est
la division entre le jeu d'acteur du discours, les grands gestes, et puis le discours lui-même. J'ai plus d'attrait pour les gens qui incarnent un peu ce qu'ils disent que pour les gens qui jouent le fait d'incarner ce qu'ils disent. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Je crois que du côté de la droite, ça leur a bien plu, mais toi, en tout cas, c'est l'autorité, Sandra. Voilà, c'est l'autorité. Maintenant, t'as compris, c'est l'autorité. Donc, une petite difficulté là-dessus. Moi, je voulais aussi vous parler d'un truc un petit peu plus environnemental, on va dire, mais qui reste... Si on peut mettre juste mon écran, hop, il arrive. C'est cette étude qui vient de sortir sur le fait que 3 des 5 banques européennes qui financent le plus les hydrocarbures sont françaises. Alors oui, on le sait, les banques, elles financent beaucoup les énergies fossiles. On le dénonce. Comme ça ne plaît pas trop, tu as remarqué que pour garder un peu de belles brochures pour leurs actionnaires, etc., elles ont tendance à dire oui, nous, on sort de la carbonation et tout. Regardez, on mise sur le nucléaire. Brochure est verte. Voilà, la brochure super verte. La réalité, par contre, elle est là. C'est-à-dire que c'est 400 milliards de dollars en 5 ans investis dans les énergies fossiles, le gaz et le pétrole. Ce sont des chiffres qui sont forts, qui disent qu'en fait, on se fout largement de notre gueule du côté des banques quand elles disent changer, et que côté français, en fait, il est peut-être temps qu'il y ait des politiques qui aient le courage d'agir dessus. Je vais peut-être enlever cet article qui est donc du Monde cette fois-ci, et je ne sais pas vous ce que vous en pensez, si les brochures de vos banques sont aussi vertes que ce qu'elles ne font pas en réalité, mais voilà, c'est un truc dont on parle souvent, dont il ne faut jamais arrêter de parler, mais là dans le chat vous êtes encore bloqué sur Pécresse. Mais c'est lié quand même, parce que la politique proposée par Pécresse, comme globalement, c'est pas... Hier, elle a parlé d'ailleurs du climat pendant 30 secondes pour dire il faudrait faire quelque chose, l'écologie, c'est pas la punition, c'est les solutions. Puis après, on a attendu les solutions, il n'y en a pas eu. Bah si, c'est grand remplacement. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et la famille et l'amour de son mari. C'est les 3 trucs que j'ai notés. Il y a un truc très optimiste moi, que je vois dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on voulait trouver de l'argent pour la transition énergétique, il y en a plein là, il y en a. 400 on milliards. Voit où il y a des réorientations qui peuvent se faire très bien et très vite, et là aussi il y a un rôle de la puissance publique pour réguler un peu tout ça et pour réorienter les investissements notamment des banques. Alors on a des revendications très pratiques comme Vernica qui voudrait surtout que les banques baissent les frais. Je suis d'accord. C'est vrai que ça pèse assez vite, et surtout je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moins vous avez d'argent et plus les frais sont élevés. Ce qui est complètement illogique, puisque en fait, vous les nourrissez bien quand vous avez beaucoup d'azur. Et donc, vous devriez être leur client préféré parce que vous leur donnez plein d'argent, mais ça marche pas comme ça. Tu prêches à convaincu. Et on voit les gens qui ont un peu galéré avec des petits boulots dans leur vie, qui connaissent bien les rapports aux banquiers. Il y a Stéphane Keldan qui dit qu'il faudrait améliorer la taxonomie européenne qui permet d'avoir des bons points si on fait du vert, mais rien perdre si on fait du sale. Alors là, tu as tout à fait raison. C'est un peu le combat des écolos européens. C'est que la France a fait le forcing en s'alliant avec notamment la Pologne pour arriver à faire entrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, ce qui ne nous aide pas des masses par ailleurs. Ah, il y a Fuchs 4 qui met comment choisir sa banque avec un lien. Tiens, en plus, du coup, on peut repartir ce soir en choisissant une banque éco-responsable. Eh ben, on va le faire. Il y a quelques banques éco-responsables. Plus on va vers elles, plus ça les aide à se développer. Plus on leur fait de pub, plus ça aide les autres à essayer de faire la même chose. Donc on va revenir Thierry Brochot pour nous parler des banques éco-responsables la prochaine fois. Et Fuchs rajoute, guide intéressant pour comprendre les investissements des banques et quelles banques choisir pour des investissements verts. Oui, c'est aussi un moyen d'action. Les sous que vous avez, même quand vous en avez très peu, en fait, ça reste un moyen d'action. Donc on va essayer de positiver là-dessus. Tu avais un autre sujet dont tu voulais parler, toi ? Non, après j'ai la météo, moi, tout à l'heure. Bon, du coup, si vous avez d'autres questions sur les sujets dont on vient de parler, on peut enchaîner sur vos questions. Sinon, on va peut-être continuer sur la météo du climat. Ça fait 3 semaines. Nucléaire d'abord. Ah oui, pardon. Ah oui, le nucléaire. Non, après. Ah oui, non, allez. Non, t'as raison. Non, il y avait un autre gros sujet. Parce que j'avais envie d'en parler, c'est pour ça que j'ai Oui, pardon. Il y a un autre gros sujet, mais je dois faire des manipulations techniques, donc j'ai un peu reculé. C'est le son de Macron que vous avez entendu tout à l'heure. Vous savez que Emmanuel Macron a fait, je suis en train de caler la vidéo en même temps, a fait à Belfort un grand discours sur le nucléaire.
Tout à fait, tout à fait. Emmanuel Macron, il est allé avec là aussi un boomer qu'on pourrait inviter, Jean-Pierre Chevènement. Il est allé à Belfort et puis on a eu, comme d'habitude, hein, c'est Macron, vous allez voir le Nouveau Monde et vous allez voir le Nouveau Monde, il ressemble quand même vachement à l'ancien, il y a très très longtemps. Bon, il y avait quelques passages qui nous ont intéressés. Bon, il y en a un qui est spécial pour Benjamin parce que ça parle de chez lui, mais là on va commencer avec un passage un peu sympa. On garde les micros allumés pendant le truc ou pas? Donc je vais pas mettre le retour trop fort, mais voilà, c'est bon, il y a la télé, hop, et je vais baisser le son et c'est parti. Énergétique et donc industriel. Donc là, il est en train de parler un peu de comment est-ce qu'on va Le premier grand chantier est de consommer moins d'énergie. Voilà, là on en revient à des trucs. En d'autres termes, gagner en sobriété. Jusqu'ici, en effet, le défi est connu. Nous devons, en 30 années, être capables de baisser de 40% nos consommations d'énergie. Jusque-là, on est toujours d'accord avec lui. C'est un défi qui est de taille. Et avec Macron, ça va toujours au début. Il est faisable. Alors comment y arriver? Pas en pratiquant la privation, ce que j'appellerais l'austérité énergétique. Les Amish. Je suis d'ailleurs toujours étonné que parfois celles et ceux qui mènent le combat contre l'austérité budgétaire plaident pour l'austérité énergétique, voulant en quelque sorte priver nos jeunes ou nos enfants de ce que toutes les générations avant eux ont eu le droit de consommer. Ça, c'est énorme. Ça n'est pas par la décroissance, ça n'est pas par la restriction qu'on arrivera à économiser ces 40% et à réduire ainsi nos consommations d'énergie. C'est par l'innovation. Alors voilà, hop. C'est par la transformation. Le discours de Georges Pompidou en 1964. On peut enlever la vidéo, sympa, merci. Hein. Donc là, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, il nous explique vraiment tranquillement, bon ben voilà, faut baisser les consommations d'énergie, discours très officiel, tout va bien, il est dans la ligne, accord de Paris. Et en fait, il nous explique que pour consommer moins d'énergie, il faut produire plus. Parce que si les générations futures ont mal consommé, ont des problèmes de santé, ont pollué la planète, il ne faudrait pas que les générations d'aujourd'hui soient privées de ce plaisir. C'est assez extraordinaire. Et ça montre un truc, c'est quand même qu'il n'a rien compris. C'est Emmanuel Macron, c'est le président le plus jeune qu'on ait eu dans l'histoire, et en fait, il raisonne comme au siècle passé, quand je disais en forme de boutade à la reprise un discours de Pompidou, je suis sûr qu'on trouverait des discours de président de la République il y a 30, 40 ou 50 ans, dire la même chose sur le nucléaire, dire la même chose sur l'énergie. Et moi j'ai trouvé ça hallucinant, le droit de consommer, sans dire en plus le droit de bien consommer, sans dire le droit de consommer quoi, etc. Enfin, on voit vraiment, en fait, ouais, on a l'impression que, en fait, il est hermétique au monde dans lequel on est. Il n'entend pas, il ne voit pas, il ne comprend pas. D'ailleurs, Sambolom dit au lieu de s'engager dans la sobriété, on sort le nucléaire comme en 73. C'est très juste et continue. Et après, il y a Vernica qui est plus pondéré. Le nucléaire, perso, je ne suis pas contre ce qui existe, mais décider comme ça juste avant les élections, sans se préoccuper de ce qu'on pense et ne pas laisser le débat sur tous les aspects, c'est insupportable. Ouais, en fait, c'est un souci démocratique aussi que de ne pas laisser la parole. Mais, il n'y a jamais eu de vrai débat démocratique sur le nucléaire. En fait, on paye un choix qui a été fait il y a des décennies, que nous, en tant que citoyens, on n'a jamais validé démocratiquement ni choisi. Et au moins, on permet, nous, de remettre ce débat-là au cœur de la campagne présidentielle, parce que comme on les obsède un peu de temps en temps, quand même, ils se sentent obligés de nous répondre. Mais donc, c'est important quand même qu'on choisisse, pour un pays comme le nôtre, quel est le modèle d'énergie, d'économie qu'on veut. Et bien sûr, on a droit au poncif Amish, comme tu disais, la décroissance c'est mal, il faut produire plus. Et je n'ai pas laissé jusqu'au bout de l'extrait. Mais au bout de l'extrait, parce que c'est un peu long et je sentais bien que vous en aviez marre d'écouter Macron, mais au bout de l'extrait, il dit Macron, ce qui compte, c'est l'innovation. C'est par l'innovation que l'on va réussir à sortir de cette surconsommation d'énergie et tout va bien aller. Et je ne sais pas si toi, tu as vu ce film de Netflix, on peut dire le nom, dont tout le monde a parlé, Don't Look Up. Je ne sais pas si tu te souviens, la grande théorie de la présidente et des grandes entreprises américaines, c'est quoi ? C'est que l'innovation, tu vois, la recherche va permettre de détruire la météorite. Je cherchais un truc hyper compliqué, non, pas du tout. Très simple, effectivement. Et en fait, ça fait des semaines qu'on dit Macron, il fait un peu du don't look up pour provoquer. Et là, son discours officiel à Belfort, il nous fait du don't look up. Ne vous inquiétez pas, les jeunes générations. Vous allez pouvoir continuer à consommer n'importe comment, comme certains ont mal vécu.
Et en plus, l'innovation va vous sauver. Moi, j'étais sciée quand j'ai entendu ce truc-là. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est dit avec des bons mots, tu vois, le truc du discours politique. Et derrière, le vrai sens, il est terrifiant. Et puis, c'est une manière de se cacher, de ne pas assumer ses responsabilités, justement, pour qu'on consomme autrement, pour qu'on produise autrement. Et là, on le sait, hein, il y a quelques mois, quelques années, pour réorienter... parce que pareil, hein, quand ils nous racontent des choses sur le nucléaire dans 30 ou 40 ans, tout ça réglera aucun problème maintenant pour lutter maintenant contre le réchauffement climatique. Or, on sait, c'est le GIEC qui nous le dit, qu'on a quelques mois, quelques années là pour agir. Et je veux juste préciser, pour celles et ceux qui nous regardent, on ne s'éclaire pas ici à la bougie. Non. Je le précise. Et si le président de la République nous regarde, on lui précise qu'on ne s'éclaire pas à la bougie. Oui, d'ailleurs, il y a Orland qui dit que les usages électriques vont augmenter dans tous les cas avec l'électrification des transports. Il faut baisser sur d'autres secteurs. Oui, c'est le cœur du questionnement. C'est qu'est-ce qui est important, comment est-ce qu'on réoriente, etc. Donc, c'est pas forcément de dire l'innovation va nous sauver dans tous les cas. Nous, on est vraiment pour qu'on puisse investir dans l'innovation, dans des énergies dont on n'est pas dépendant. C'est pas exactement ce qui ressort de ça. Alors, Orland, toujours, nous fait une petite critique. T'arrives à la lire? Non, il n'est pas affiché. C'est dommage votre position aussi sur le nucléaire. J'entends de faire un non-nucléaire, mais vous pourriez un débat sur le nucléaire et les Français choisir. Vous pourriez laisser le débat sur le nucléaire et les Français choisir, il manque des mots, donc je les devine au fur et à mesure. La fusion et la génération 4 du nucléaire sont intéressants, mais pas les EPR comme Flamanville qui sont une aberration. C'est exactement ce que tu disais, Benjamin, qu'il faut un débat. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les campagnes électorales. Hein. Ça ne sert pas juste à quelques slogans. C'est pas grave les fautes, Orlando, j'ai réussi à lire. C'est pas juste pour apprendre à faire du théâtre dans des meetings au Zénith. C'est aussi pour parler des sujets qui vont nous concerner dans les années qui viennent, les sujets majeurs, et le sujet de l'énergie est un sujet très important. Et lui, il est bien réel, contrairement au, je mets des guillemets, grands remplacements ou autres. Là, on parle d'un sujet vraiment réel et concret. Bon, du coup, on a des spécialistes apparemment. Je ne sais pas si tu vois la dernière. Alors, sur le rendement, tout en bas. Un rendement de 33%, une éolienne ou une turbine hydraulique a un rendement de 90%. Nous dit Bezorotobé37. Désolé, j'ai écorché tout le pseudo. Il faut débattre sur le nucléaire car tout le monde n'est pas contre, c'est vrai, mais... c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un débat, et c'est pour ça que nous on le porte, et nous on essaye d'y mettre de la raison, des chiffres, et tout ce qui, quand même, on pourrait parler des EPR, on en a parlé ici plusieurs fois, hein. Le nucléaire aujourd'hui, il n'a pas tenu les promesses qui étaient les siennes, en réalité. Sur les coûts, voilà. On a eu, je crois que cet hiver, on en a encore, 20% du parc, je crois, qui était à l'arrêt, parce que les centrales sont vieillissantes, etc. Je t'écoute, mais en même temps, je cale la suite de la vidéo. Donc je meuble. Donc on voit bien qu'en réalité, ça n'a pas tenu ses promesses, ça ne règle pas aujourd'hui ce que sont les grands défis énergétiques que nous avons à régler. Alors vous inquiétez pas, on va continuer à parler nucléaire, parce qu'on a encore 3 extraits du discours de Macron à décrypter ensemble. On vous rassure, on ne fait pas les 53 minutes de discours tous ensemble, mais ça aurait pu être très drôle de le faire. Alors, dans cet extrait-là, il nous explique... que tout est question d'acceptation locale. C'est plutôt pas mal, ça parle démocratie. Non? Ça part bien, ça part très bien. Allez. Là, on applaudit, là, on est prêt à applaudir. Est-ce que c'est bon le son si je lance là? J'ai lancé. Hop, j'arrête. Faut que tu meubles à nouveau, Benjamin. Je meuble. Alors, c'est Macron, il y a un bug. Vous voyez, en fait, on a une chaîne vraiment écolo, c'est-à-dire qu'elle bug dès qu'il y a on sait que Macron va dire un truc qui va pas aller dans le sens qu'on voudrait, et tac, ça bloque. Mais en tout cas, je vois que ça débat bien. Voilà, Macron, c'est le roi des grands mots, c'est vrai. Et encore, moi, je trouve pas que ce soit toujours du meilleur goût. Allez, c'est parti. À chaque fois d'un constat lucide, nous partons de loin. Car si les objectifs sont ambitieux, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que nous avons pris du retard. Pas par manque de volonté politique collective, et d'ailleurs pas depuis simplement ce mandat, mais parce que nous n'avons pas toujours su convaincre de la nécessité de réussir les projets, et je prends ma part dans cette responsabilité. Nous n'avons aussi pas toujours su employer sans doute la bonne méthode pour répondre aux craintes que ces projets suscitaient ou surmontaient les réticences. Et aussi, il faut bien le dire, parce que nous avons multiplié des couches réglementaires qui ont retardé ces projets. 50 procédures pour être autorisé à construire un parc solaire, là où il faut seulement quelques mois de travaux, 7 ans ou plus encore pour un parc éolien. De tels délais ne sont pas supportables. Ils viennent réduire la rentabilité des projets et ils conduisent à multiplier les contestations partout sur le terrain.
La base de la lutte contre le changement climatique est donc la levée de toutes les barrières réglementaires à partir du moment où les projets sont acceptés localement. Hop. Bon, là, ça paraissait complètement anodin et normal, mais ce qu'il dit, quand il dit ça doit être accepté localement, qui précise après, en précisant, c'est dans les plans locaux d'urbanisme que les maires doivent pouvoir intervenir. Moi, ça m'a choquée. Et toi, tu sais pourquoi? Parce que tu souris. Mais c'est parce que, en fait, derrière ça, ce qu'il dit, c'est que il va proposer une sorte de droit de veto au maire pour refuser l'installation des éoliennes. Et c'est primordial de laisser le débat public, etc. Mais on ne peut pas dire à la fois il faut développer l'éolien, on va le doubler, etc. Et en fait, mettre en place des outils au prétexte qu'il y aurait trop de réglementation. Et c'est complètement délirant. Les réglementations, c'est ce qui ont permis d'évoluer, d'avoir plus de sécurité, d'avoir des technologies plus respectueuses de l'environnement. Donc il dit que tout ça, c'est à jeter à la poubelle. Ça c'est spécial clin d'œil à la droite parce que c'est vraiment un truc très demandé. Et en plus, il rajoute qu'il va plus ou moins instaurer un droit de veto. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour développer du coup. Moi, je souriais parce que c'est exactement ce que fait dans les Hauts-de-France notre ami Xavier Bertrand, qui subventionne, qui veut subventionner, là on va en parler au Conseil régional dans quelques semaines, le lobby anti-éolien, en fait, directement. Il veut que l'argent public, l'argent des habitantes et des habitants de la région, aide à combattre des projets éoliens sur le territoire. Et donc on voit bien, là, il y a une espèce d'alliance objective, parce qu'ils font semblant de se faire la guerre, Bertrand-Macron, à chaque fois qu'ils se voient dans la région, et puis comme tous les présidents de région LR, mais ils veulent tous installer des centrales contre la vie des habitants sur leur territoire, et ils veulent tous empêcher un certain nombre de projets comme ça. Et ouais, je trouve moi aussi qu'il y a, finalement, il y a une espèce de négation de l'intérêt général dans ce que dit Macron. C'est à la fois, il pourrait y avoir des vétos, et puis quand il dit sur les réglementations, en fait, la réglementation, c'est ce qui garantit l'intérêt général. Moi, je suis quand même plutôt content de savoir que quand on construit des choses, quand on en démolit d'autres, quand on installe, etc., il y a une réglementation qui protège la nature, qui protège le vivant, qui protège celles et ceux qui travaillent ou vivent à l'endroit où c'est installé, et que ça, c'est précieux et important. Et c'est tellement facile en campagne électorale. Tellement facile de dire il y a trop de normes, il y a trop de machins, etc. Et après, une fois qu'on a tout dérégulé, mais on voit ça, il y a des pays où il n'y a pas de normes environnementales, par exemple, et on construit au milieu des plages, etc. Ensuite, il faut que je regarde les questions. Ouais. Alors, ça fait réagir toujours le nucléaire, parce qu'il y a Sir Bong Cloud qui dit se passer du nucléaire, c'est ouvrir des centrales à gaz, surtout étant donné que les usages de l'électricité vont augmenter. Pour moi, être écologique et anti-nucléaire, c'est incompatible. Alors, je pense que tu viens d'arriver, Sir Bong Cloud, parce qu'on a déjà un peu abordé la question, mais dispo pour prolonger le débat. Il n'y a pas juste deux énergies, les énergies fossiles type gaz et les énergies fossiles type nucléaire, parce que bon, quand même, voilà, ça pousse pas dans les arbres. En tout cas, c'est pas très renouvelable l'uranium. Et donc, les écolos, ils disent pas faut éteindre toutes les centrales nucléaires. Ils disent juste il faudrait penser un peu mieux, pas juste à court terme, comme tu disais, et essayer de développer d'autres trucs. Alors ensuite... D'ailleurs, on a dit, on ne fermera pas, l'enjeu, c'est pas arriver et appuyer sur un bouton et tout fermer. Nous, notre projet, il ne fait prendre aucun risque sur l'approvisionnement en électricité des Françaises et des Français, alors, évidemment. Sir Bong Cloud, je suis désolée, je suis nulle avec les noms. Il est on fire, donc il nous a fait plein de messages. Attends, on va répondre. Il y a un petit débat sur la rentabilité de l'éolien, du solaire et du nucléaire. Je vous laisse débattre. Je suis pas... voilà. Tout le monde est plutôt d'accord pour diversifier. Il faut faire un mix. Ça, c'est bien. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, personne n'était d'accord. Non. Et là, Macron vient faire vers ça. La gauche est plutôt vers ça. Tout le monde parle de mix énergétique. Personne ne dit qu'il ne faut pas d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez, on gagne les batailles petit à petit. Mais il y a ceux qui le disent. Et comme on dit chez moi, comme on dit dans la région de Xavier Bertrand dont je parlais, il y a les diseux et les faiseux. Il y en a qui sont très diseux en matière de transition énergétique et puis qui sont des petits faiseux. Alors moi, je continuerai bien le débat sur la rentabilité, la pilotabilité, mais je pense que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, donc on va peut-être vous épargner ça, mais c'est assez intéressant.
Donc, gros débat rendement. Il y a Vernica qui nous dit « Je suis sceptique sur la décroissance, mais à discuter, ça dépend de ce que vous voulez dire. » Ben ouais, ça c'est le cœur de la question. C'est facile de jeter des mots comme ça qui font un petit peu chiffon rouge et de ne pas se poser la question. Là, j'ai pas l'impression que les Françaises et les Français, genre les 10 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, les étudiants qui ont fait la queue pendant le Covid et tout ça, ils soient dans la super croissance. Moi, j'ai l'impression que c'est une décroissance subie qui n'est pas très cool et qu'il faudrait en sortir. J'ai pas l'impression que les personnes qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver aient l'impression d'être dans une méga croissance. Donc, la décroissance de ces trucs pas cool, pas juste, pas égalitaire, c'est ça qu'on dit qu'il faut mettre en œuvre. J'essaye de rattraper les questions. Ouais, j'ai vu une question tout à l'heure, quelqu'un qui mettait, c'était très intéressant, sur le PIB, en disant ça peut pas être, quand Macron parlait de décroissance, le seul indicateur. Et c'est vrai, en fait, il y a une espèce d'obsession de la croissance comme ça, qui fait croire qu'il y a une espèce de ruissellement. C'est plus on fait du profit, plus on produit, on consomme, plus on produit, on consomme, etc. Plus on vivra heureux. Bon, bah, si c'était le cas, ça se saurait quand même depuis plusieurs décennies maintenant. Et je ne sais plus qui l'a dit, je me demande si c'était pas Vernica, qui est très actif. Mais je l'ai vu tout à l'heure, donc je voulais le relever. Bon, il y a Yann JFR qui dit que notre discours est binaire et qu'on utilise la technique de l'homme de paille, ou de la femme de paille d'ailleurs, hein, tu aurais pu mettre les deux. Décrypter, ce n'est pas dire « il a voulu dire ça ». Ben ouais, mais décrypter, c'est expliquer ce qu'il y a derrière les mots. En politique, en fait, il y a quand même un truc qui est très fort, c'est qu'il y a des gens qui jouent avec les mots et qui savent qu'il faut vraiment bien connaître les dossiers, techniquement, les rendements, les trucs comme ça, comment ça se développe à l'échelle des territoires. Et donc, ils jouent sur ce facteur-là pour arriver à faire passer des choses. Nous, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie aussi, d'expliquer comment ça se passe et de proposer des pistes. J'ai pas l'impression qu'on soit très dogmatique. On n'a pas dit le nucléaire c'est caca. On n'a pas dit qu'on n'en voulait pas. Par contre, on vous explique ce qui se cache derrière les grands mots d'une personne qui maîtrise particulièrement bien le discours public, histoire de restaurer un peu d'égalité dans ce dialogue entre des dirigeants et leur population. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. On assume, il y a évidemment un parti pris. Hein. La chaîne, elle s'appelle Jadot 2022, s'appelle Baron Vert. Dans Vert, il y a Vert. Et donc, évidemment, on regarde l'actualité avec un œil. C'est-à-dire, la rubrique s'appelle l'œil écolo. On le regarde avec un œil écolo et on essaie de décrypter du point de vue de l'écologie, de ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Je pense toujours avec beaucoup d'humilité et justement, de culture du doute, puisque vous nous interpellez. Et je crois qu'il y a Fuchs qui se moque de moi parce qu'il dit qu'il va falloir faire des cours sur la prononciation des pseudos. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais prendre des cours là-dessus. Allez, on enchaîne parce qu'il est déjà 19h30 et j'ai laissé tourner Macron. J'espère que vous n'aviez pas sa voix en fond sonore. Attendez, vas-y, il faut que tu meubles pendant que je retrouve l'extrait suivant qui est à 26 minutes. Ouais, 15. Et donc moi j'en profite pour me lancer dans les lectures de pseudo. Stéphane Keldan, il existe un scénario. Voilà, c'est très long, très long. En tout cas, il y a un débat qui vit bien là, sur les questions énergétiques, donc je pense qu'on en reparlera. Et puis, je suis certain aussi que dans les autres émissions de la chaîne, j'en profite pour meubler en disant... C'est bon, on peut y aller. J'allais dire Sandrine Rousseau le mardi, Cédric Villani le jeudi et Emmanuel Macron tout de suite. Mais pour une fois, c'est Allez, on éteint les micros et on lance. Génération plus puissante, moins nombreuses que celles déjà installées, qui permettent d'avoir et de produire plus d'énergie avec moins de présence sur le sol, et nous veillerons à ne pas concentrer les installations dans les mêmes territoires, ce qui est l'une des sources de difficultés de nos débats. Aujourd'hui, les Hauts-de-France, la région Grand Est ont beaucoup contribué à cet effort. Je sais que plusieurs autres départements et régions ont le sentiment aussi d'avoir largement contribué. Il nous faut là aussi construire une planification territoriale du déploiement de l'éolien et, pour ce faire, changer de méthode. Alors, ça t'inspire quoi? Ah ben, un beau clin d'œil à la droite, un beau clin d'œil au lobby anti-éolien. Là, c'est spectacle, là, c'est un strike. Hein. Ouais, c'est vraiment... je fais mes petits... je trouve plus mes mots, désolé, il n'y a pas que les pseudos que je prononce mal. Ouais. Mes petits arrangements électoraux, je glisse 2-3 mots-clés. D'ailleurs, ici, tu as Hauts-de-France, Grand Est. Et en plus, moi, c'est quoi le dénominateur commun entre ces deux régions? Des présidents de droite et deux présidents de droite très anti-énergie renouvelable. Nous, je disais, hein, Xavier Bertrand, il a une obsession, c'est les éoliennes. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on porte, alors, il n'aime pas les écolos, hein, mais vraiment, les éoliennes, c'est un truc
je sais pas, la nuit, il doit faire des cauchemars d'éoliennes qui viennent l'enlever et le manger, j'en sais rien, mais il a un truc, je sais pas, faudrait qu'il consulte parce que c'est assez obsessionnel. Non mais, et donc là, moi j'ai trouvé qu'il y a, en fait c'est comme d'habitude, ça, si on veut décrypter, voilà, alors là j'assume qu'il y a un parti pris, mais je vous encourage à regarder tout ce qu'a raconté Macron. On fait de la politique, on a un parti pris qui tout ce que Macron a raconté en matière d'environnement depuis le début de son quinquennat. C'est toujours pareil. Ça commence par des super bonnes intentions, en disant on va sauver la planète, c'est notre responsabilité historique, oh là là, Trump, regardez, il sort des accords de Paris, le salaud, etc. Ce qui était vrai, hein, notamment. Et puis après, derrière, une fois que le discours il avance, après on donne des gages progressivement à tous ceux qui veulent l'immobilisme, à tous ceux qui veulent que rien ne change. Et à chaque fois qu'il a eu un choix à faire, Macron, entre la planète et les lobbies, il a choisi les lobbies. Entre avancer vers la transition écologique et l'immobilisme, le statu quo, il a choisi l'immobilisme et le statu quo. Donc là, ce discours-là, et merci Sandra d'avoir pris ces 3 extraits-là, parce que ce discours-là, il montre toujours ce truc en 3 temps. Oui, il faut faire de l'écologie, mais quand même c'est compliqué, et puis l'innovation, tout ça, et à la fin c'est ouais, non, en fait, vous savez, Sarkozy, il avait dit il y a quelques années, l'environnement, il y en a marre, ou un truc comme ça. Mais en fait, Macron, il le dit beaucoup plus subtilement, c'est plus poétique, c'est mieux joué, mais à la fin, c'est le même résultat. Alors, du coup, tout à l'heure, tu te rappelais plus du nombre de réacteurs qui avaient été éteints, donc tu as des réponses dans le chat, genre... Ludompora qui dit, en fait je suis désolée, je suis hyper myope et du coup j'ai du mal à lire, donc j'écorche encore plus vos pseudos, promis je vais faire des efforts. Donc Ludompora, je suis pas sûre qu'elle m'a vu, il dit le pic en décembre était de 17 réacteurs à l'arrêt, ce qui fait à peu près 20%, je crois que tu disais plus haut. Et la sécurité, c'est essentiel de nos jours. On en a eu l'expérience. Ouais, on va peut-être pas passer le dernier extrait qui est là-dessus, mais dessus, Macron nous dit on va essayer de garder des réacteurs ouverts jusqu'à plus de 50 ans, alors que leur durée de vie était de 30 ans. Et... En fait, on s'y perd, il y a tellement de propagande qu'on s'y perd. Et voilà. Alors, vous dites que c'est une question de pédagogie. Je veux pas trahir de secret, mais on m'a dit qu'il ne faut pas faire trop de propagande pour Jadot. Et je vois Fuchs, alors je ne peux pas m'empêcher, c'est Fuchs 4 qui met Benjamin, on n'aurait pas une proposition de loi pour une séparation des lobbies. D'ailleurs, nous, alors je n'en parle pas, mais je vous encourage à regarder sur jadot2022.fr nos propositions. Et il y en a une très bonne là-dessus, on en parlera parce que la question des lobbies, évidemment, elle est souvent au cœur de nos émissions et elle reviendra. On en a parlé très très bien avec Eva Joly il y a 15 jours maintenant. Et on en reparlera évidemment sur cette chaîne. Alors, vous y connaissez bien parce qu'il y a Stéphane Keldan qui dit il existe un scénario de RTE, le M23 si je ne m'abuse, si tu le cites de tête c'est pas mal, qui permet une sortie du nucléaire en 2050. Condition, investir massivement dans l'hydrogène et les batteries électriques. Et de l'autre côté du spectre, le scénario N3, 50% de nucléaire, pas possible plus 50% de renouvelables et plein d'autres scénarios entre les deux. Et tout l'intérêt, c'est tous les scénarios qui sont entre les deux, dont celui du 100% renouvelable, qui est économiquement juste et atteignable techniquement. C'est bien aussi de rappeler ce scénario-là. En fait, c'est le seul que personne ne met jamais en avant. Oui, c'est vrai. À commencer par la communication de RTE, revue au prisme des velléités du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a les pragmatiques qui disent c'est possible et ceux qui essayent de masquer la réalité. Et je vois juste, c'est impossible d'empêcher le lobby d'Ivernica. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut de la volonté, évidemment. Il faut élire les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut des élus qui résistent. Mais moi, je crois que c'est la force dans beaucoup de collectivités aujourd'hui dirigées par des écologistes qui résistent bien, plutôt bien d'ailleurs au lobby. Ça se vérifie dans le temps. Après, c'est vrai qu'il faut mieux choisir les bonnes personnes en situation de responsabilité, mais c'est possible à la fois de protéger nos institutions des lobbies avec un certain nombre de lois dont a parlé Fuchs 4, mais c'est aussi possible en choisissant des personnes qui placent la question de l'intérêt général, la question de la morale publique, la question de l'exemplarité environnementale et sociale au cœur de leur politique. Et moi, je pourrais en citer plein, mais il y a plein de mairies écolos aujourd'hui qui font ça très très bien. Donc, il ne faut pas désespérer, Vernica, il ne faut pas désespérer. T'as raison. Sinon, on ne ferait pas de politique si on était désespéré. C'est le signe qu'on y croit encore. Sinon, on ne ferait qu'une émission météo. Il y a Malnarion qui dit « J'adore la politique, mais le gros problème, c'est que dans un débat, si tu n'es pas assez tranché dans ta proposition, tu es souvent le moins convaincant. Donc, RIP, le non-dogmatisme. On essaye en fait de
porter d'autres trucs. Genre là, ici, vous nous posez vos questions. On parle de l'actu. Voilà, puis on est en direct, donc vous pouvez y aller tranquille. Yannick Jadot fait aussi une tournée des possibles, c'est-à-dire qu'il est dans l'espace public, pas du tout... on joue pas le truc entre soi, meeting. Vous savez, les meetings, c'est facile, hein, vous savez à peu près qui sont vos militants, etc. Donc, la preuve, hier, ils ont même applaudi Pécresse. Voilà. C'est dire si c'est des gens qui viennent déjà convaincus. Hein. Donc, non, il y a encore des espaces où on peut discuter un peu. C'est pour ça qu'on vous sollicite surtout. N'hésitez pas. Je sais, on est à la bourre sur les questions, mais on va arriver à toutes les remonter. Tchac, parce que vous vous affrontez sur des sujets techniques. Tac. Il faut mesurer l'efficacité des normes pour savoir si elles sont intéressantes. Ouais, c'est ce qu'on demande aussi, qu'il y ait un retour... qu'il y ait une vérification, qu'il y ait tout ça. Tu peux les choper là aussi, les questions, si t'en vois des intéressantes. Non. T'es aussi miro que moi, en fait, de loin. Ouais, en fait, j'essaie de regarder en même temps sur les deux écrans. Pour tout vous dire, on a deux écrans. C'est l'anti-révélation, on voit pas très bien de loin. Je commence d'un côté, je la finis de l'autre. Et en même temps, en plus, en ce moment, on nous prend en photo. Et j'ai voulu faire une petite grimace. Ça m'apprendra. Alors, il y a quelqu'un qui a un super joli pseudo qui s'appelle Testicool71. C'est juste pour le plaisir de me l'entendre prononcer correctement. Salut à toi, Testicool, bonne Saint-Valentin. Qui dit « Bonsoir, avez-vous une idée de la pollution que génère la fabrication et le démantèlement des machines nécessaires à la production d'énergie verte ?» Oui, à peu près. Parce que depuis maintenant quelques années, par exemple, une éolienne, c'est 92 ou 98% recyclé et recyclable. Il y a plus de terres rares ou quasiment plus. Je crois qu'il y a dans quelques éoliennes encore les super grosses, mais c'est quelque chose de rarissime. En revanche, c'est pas tout à fait le cas sur les autres formes d'énergie, mais je peux te dire la même chose sur les panneaux solaires qui sont faits en silicium. Silicium, y avait une super grande entreprise pas loin de Grenoble, non, par là, en Isère, voilà, merci. Comme on la carte météo, on refera aussi la carte géographique. Voilà, donc mes deux têtes, voilà, une usine là-bas qui produisait du silicium pour les panneaux solaires. Je rappelle que le silicium, c'est extrait du sable, donc c'est pas des terres rares qui abîment tout ça, c'est pas un circuit. Tu me vois galérer, j'arrive pas à prononcer les mots et en plus tu te marres, c'est vraiment dégueulasse. Donc le silicium, et on a préféré vendre cet outil qui était vraiment utile pour la transition aux Brésiliens qui, du coup, eux, vont pouvoir continuer à avancer. C'est en Savoie, c'est pas très loin, je crois que c'est en Savoie. Ah, merci. Et en du tout cas, coup, c'était on y a été en plus. C'était en Rhône-Alpes, ça en italien. C'était le premier déplacement qu'on a fait avec Yannick après de campagne. Oui, et c'est pour ça que j'étais en train de chercher, je te laissais pas galérer, je vous appelle à la mémoire de mon cerveau. On va vous le retrouver. Mais du coup, c'était en Rhône-Alpes, ça c'est sûr. Du coup, la fabrication et le recyclage des outils qui permettent à faire de l'énergie verte, et en fait, c'est très peu énergivore et polluant. En tout cas, très peu polluant. Vous en avez des questions. Je ne sais pas si on arrive à tout remonter. Il y a toujours le débat et les minima sociaux. Ouais, t'as raison. Revenus citoyens. Vernica, je réponds à Vernica en même temps. Et les minima sociaux, je sais pas. Alors, Testicool, il est vraiment en mode troll. Il demande si on peut être d'accord sur le fait que l'énergie nucléaire est la plus propre, mais la plus dangereuse. Ah bah non, elle est la plus dangereuse. Ça, on sera d'accord. Ouais. La plus propre, pas du tout. Pas du tout. Les déchets. C'est pas propre. D'ailleurs, ça s'appelle déchets nucléaires. Donc, déchets. Bon, voilà. Et on les met où, les déchets ? Alors, sur les déchets, là où on peut le concéder à Testicool, c'est que en fait, sur les émissions de CO2, entre le renouvelable et le nucléaire, c'est à peu près kiff-kiff. Sauf qu'il y a une étude qui vient de sortir de l'Agence internationale de l'énergie qui dit que le nucléaire a permis d'économiser 4% d'émissions, là où les énergies renouvelables ont permis d'économiser 12,7%. Donc en fait, tu vois, le nucléaire, ça émet 3 fois plus que le reste. Et alors, comme vous n'arrêtez pas de réagir, j'ose pas passer au point suivant qui est la météo. Vous posez plein de questions et vous réagissez, donc je sais pas. On ferait une spéciale nucléaire. Apparemment, météo. Ça vous plaît beaucoup, quoi. Alexandre dit pourquoi sur le sujet de l'énergie on parle uniquement d'électricité, pas de panneaux solaires thermiques, géothermiques. C'est parce que je rattrape les questions un peu en retard, mais on vient juste d'en parler a priori. Mais si tu veux qu'on continue d'en parler, aucun souci. Il y a Marion 75-79 qui dit et l'extraction d'uranium est extrêmement polluante, mais c'est pas en France. Alors ça, t'as raison. Oui. Parce que par exemple le Mali, on en parlait la semaine dernière.
Ok, par exemple, le Mali, la France garde plus ou moins ses troupes au Mali. Parce que, vas-y. Et non, parce qu'en fait, on a à la fin, ils disent oui pour nos intérêts stratégiques, pour l'uranium, parce qu'on nous dit que l'énergie nucléaire, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est une question de souveraineté. Et ben en fait, pas du tout, puisque l'uranium, on n'en trouve pas en France. Hein. Donc, il faut aller le chercher ailleurs. Donc, c'est pas du tout une énergie française, made in France, comme diraient ces défenseurs qui se trompent là encore lourdement. C'est surtout une énergie qui nous rend complètement dépendants, géopolitiquement parlant. Du coup, on laisse nos troupes au Mali parce que ça sécurise l'accès aux mines d'uranium du Niger, qui représentent un peu moins d'un quart de nos importations d'uranium. Je crois que c'est 15 à 20% de nos importations d'uranium. Mais sinon, il y a des pays sympas, genre le Kazakhstan, dont on importe l'uranium. Voilà. Quand on vous dit que ça nous rend extrêmement dépendants, c'est pas pour rien. Et j'ai vu une autre question un peu trash, mais je l'ai perdue. Et c'était pas Testicool, c'était quelqu'un à qui on n'a pas encore répondu. Ah voilà, Canobip qui dit, encore, tu vois, ces pseudos-là, j'arrive à les prononcer, c'est dingue. Tu le vois, Canobip, ou pas? Oui, Canobip, mais on est aussi très dépendant de notre production d'énergie renouvelable, non. Ah non, c'était pas celle-ci. Ah bon, pardon, vas-y. En fait, on n'a pas les mêmes, je crois. Non, ouais, c'est parce que moi, je suis en retard. La plus dangereuse non plus, énergie, il dit. Rappelons que l'hydraulique a fait bien plus de morts que le nucléaire, mais c'est évidemment très dangereux et durablement dangereux. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que l'hydraulique a fait plus de morts que le nucléaire. Ouais, je suis pas certain. On vérifiera pour la semaine prochaine. On vérifiera, mais à vue de nez, avec les accidents genre Fukushima, Tchernobyl, les retombées qu'il y a eu, le nombre de cancers qui ont été développés, etc., donc des morts pas immédiates, mais un peu après, je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse dire qu'il y ait des énergies qui ont fait moins de morts. Et alors, dernière question, et après, on passe à la météo. Pourquoi vous focalisez sur le nucléaire, nous dit Oulen, et ne pas parler de notre dépendance à 2/3 aux énergies fossiles? Pourquoi dans le programme de Yannick Jadot, on parle du nucléaire, mais pas explicitement des fossiles? Le débat sur le mix électrique est un cul-de-sac qui occulte les vraies questions. Alors, c'est pas un cul-de-sac qui occulte les vraies questions, et on en parle beaucoup. D'ailleurs, on a démarré l'émission là-dessus, sur les banques qui financent les énergies fossiles, et le fait que les politiques avaient les moyens d'agir pour faire autrement. D'ailleurs, 400 millions d'euros investis par les banques dans les énergies fossiles sur les 5 dernières années, c'est autant d'argent qu'on pourrait investir ailleurs. Et oui, c'est pour ça qu'il y avait un élément d'optimisme dans l'article que tu évoquais au début. C'est qu'en fait, on sait où on peut trouver de l'argent pour le renouvelable. Alors du coup, ça relance tout le débat, mais on va peut-être passer à la météo. Et jingle. Jingle. À la météo, alors cette fois, pas de veste verte, vous avez vu. Allez, je me baisse un peu parce que sinon je suis un peu coupé, ça va. Alors, aujourd'hui, 3 points météo. D'abord, on va du côté du golfe de Gascogne. Alors, le golfe de Gascogne, c'est là. Là, je pose mes notes. J'étais au milieu de l'Atlantique, là. Le golfe de Gascogne, à peu près. Ouais, la France, là. Donc, c'est en France. Et alors, qu'est-ce qui se passe au golfe de Gascogne? Eh bien, en fait, il y a 100 000. Notez bien le chiffre parce que moi j'ai relu 3 fois l'article pour être sûr que j'avais bien lu. 100 000 merlus morts qui ont été rejetés en mer par le deuxième plus gros chalutier du monde. Vous savez, en fait, avec la surabondance de pêche, c'est l'idée de la course à la pêche intensive. On pêche, et puis même quand il n'y a pas besoin, et donc après on rejette. Et donc l'association, l'ONG, Sea Shepherd, que vous connaissez sans doute, eh bien, a décidé d'attaquer en justice. Et ça, je crois que c'est aussi à saluer parce que, en fait, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut réussir face au lobby, est-ce qu'on peut réussir face aux grandes multinationales, est-ce qu'on peut réussir face à ceux qui se croient tout permis avec la nature et avec les droits sociaux? Eh bien, Sea Shepherd nous montre que oui, qu'il faut se battre. Et donc voilà, golfe de Gascogne. Là, j'étais au milieu de la. Voilà, hop, je vais par là. C'est un exercice à la météo. Ça a l'air simple comme ça quand vous regardez, mais en réalité, c'est quand même très difficile. Voilà, golfe de Gascogne. 100 000 merlus morts rejetés à la mer. Deuxième élément, je reprends mes petites notes. Alors, on va du côté de Rouen. Alors, Rouen, là. Hop, je descends, je remonte la Seine, tac, voilà. Rouen, très belle de Rouen, je salue mon amie Laura Slimani à Rouen, j'espère qu'elle nous regarde. Alors là, à Rouen, eh bien, en fait, je reprends parce que mes petites notes, parce que pareil, les chiffres sont impressionnants. Là, c'est l'eau contaminée par des polluants éternels. Et je vois Sandra qui me prend en photo, peut-être qu'elle veut nous parler, Sandra, des polluants éternels, la pollution. Et donc c'est ça,
C'est l'acronyme. Oula, avec la lumière, là, ça y est, on voit. L'acronyme, je le note, la pollution au PFAS, des produits chimiques hyper résistants, a été détectée dans le réseau d'eau de la ville, selon les mesures auxquelles Mediapart, qui révèle cette information, a eu accès. Et donc, évidemment, beaucoup de communes de la Seine-Maritime semblent particulièrement touchées. Là encore, quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, c'est aussi pour préserver notre santé et notre cadre de vie face notamment aux pollutions. On sait qu'aujourd'hui, les pollutions touchent d'abord et surtout les plus pauvres. Et là, on voit, puisqu'en fait, ce sont des banlieues ouvrières à Rouen qui sont plus touchées aujourd'hui par ces pollutions-là. Ah oui, parce que je ne vois pas là, du coup. Toi et qui dit c'est un métier la météo, je confirme. C'est vrai. Je promis de me perfectionner. Mais déjà, vous avez vu, pas la veste verte, etc. Bon, allez, enfin, on termine. Le calvaire de la carte va s'arrêter. En même temps, regardez, la carte est quand même très grande. Là, on a toute l'Europe, avec des mers à protéger, des montagnes et des glaciers à préserver, avec des villes côtières aussi à protéger de la submersion marine. Donc, on a une belle carte d'Europe. Mais donc, pour aller en France dans le détail, c'est un petit peu compliqué. Et donc, merci. Bon, d'accord, je garde celle-ci alors pour la fois prochaine, ou j'en mettrai une autre. Pas verte, promis. Mais de toute façon, c'est Sandra qui présentera la météo la fois prochaine, on fait alterner. Et donc, enfin... Et il y a aussi Zapozizac, et après, comme ça, je t'empêche de faire ta météo d'un coup. Vas-y. Qui dit très belle nouvelle veste de la maman de Benjamin. Non, ça, c'est ni ma maman ni ma mamie. Celle-ci, je me la suis achetée comme un grand. Parce qu'à chaque fois, j'explique que ma mamie m'offre des vestes, mais celle-ci, je me la suis payée tout seul. Et enfin, du coup, on va du côté d'Ivry. Ivry, en région parisienne. Voilà. Là, l'ARS recommande de ne plus consommer les œufs des poulaillers parisiens. Pourquoi ? Parce que on a un incinérateur qui pollue énormément, et l'ARS a alerté depuis plusieurs jours maintenant là-dessus. Donc on voit quand même, là on est sur une zone très densément peuplée, et vous savez, ces affaires-là, c'est comme avec le nuage de Tchernobyl. En fait, les nuages, les pollutions, elles ne connaissent pas de frontières, elles ne connaissent pas de limites, et donc il est important de s'en protéger et de s'en préserver. Voilà, on a montré 3 exemples quand même là qui montrent que finalement, à travers cette météo et cette carte, en fait, qui montre que les ravages aujourd'hui du réchauffement climatique, les ravages de la dérégulation, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, Macron ne veut pas mettre de normes. Mais en fait, un peu de normes sur les pollutions, un peu de normes sur les eaux, un peu de normes sur les entreprises, sur ce qu'elles rejettent, ce qu'elles peuvent ou ne pas faire. Mais en fait, ça protège notre santé, et ces 3 exemples-là démontrent que c'est nécessaire. Faut que tu meubles parce qu'on est en train de changer une batterie. Et du coup, en meublant, je te souhaite, ma chère Sandra, une très bonne Saint-Valentin. Oh, merci, mais ça... Attends, je ne peux pas faire ça. L'enchaînement. Alors, on va continuer sur l'incinérateur d'Ivry. Continuons sur l'incinérateur d'Ivry. Tu sais que l'incinérateur d'Ivry, ça fait longtemps qu'il doit être... En plus, déjà, il pollue beaucoup, mais en plus, il doit être agrandi. Et c'est un projet contre lequel les écologistes luttent depuis longtemps. Voilà. Et on a notamment notre porte-parole, Sabrina Sebaï, sur place, qui mène le combat depuis des mois et des mois contre l'extension de cet incinérateur. Et on est aux côtés des écologistes, d'abord, mais aussi et surtout des riveraines et des riverains, de tous les habitants de ce territoire qui se battent contre l'extension de cet incinérateur. Ce qui me permet maintenant, sans transition aucune, de te souhaiter, ma chère Sandra, une bonne Saint-Valentin. Merci, Benjamin. Alors, la Saint-Valentin, c'est un peu pénible parce que... Ah pardon, il y a un générique. Jingle. Pardon, et donc, je disais, on reparlera de l'incinérateur d'Ivry parce que vous avez raison de dire sur le chat que pas assez de gens en parlent et c'est un vrai gros sujet. Et comme d'habitude, c'est pas les personnes les plus riches qui vivent à côté de l'incinérateur. Et donc, fin du monde, fin du mois, même combat. Et donc, la Saint-Valentin, alors c'est un peu le truc du jour, t'as raison, merci, je te la souhaite aussi. Mais moi, j'avais envie de revenir sur la vraie histoire de la Saint-Valentin parce qu'elle est vachement plus drôle. Bon, toi, je te l'ai déjà raconté. Donc, c'est pour ça que je t'ai lancé sur la Saint-Valentin, parce que je voulais que tout le monde puisse connaître cette belle histoire. J'ai découvert grâce à toi aujourd'hui la vraie histoire de la Saint-Valentin. Pour moi, c'était juste une fête commerciale où il fallait acheter des fleurs. Moi, je la fête au théâtre tout à l'heure, mais sinon, je la fête pas. Et tu m'as apporter, je ne vais pas dire la lumière, mais en tout cas la vérité, ou en tout cas la belle histoire la vraie histoire de la Saint-Valentin. Alors, un point de vue historique en tout cas, il y a une 15aine d'origines à la Saint-Valentin, si je veux être tout à fait juste. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais il y en a une qui me plaît beaucoup plus, qui vient du nord de l'Europe. C'était avant que les Romains débarquent et colonisent tout avec leurs traditions. Et en fait, à cette époque-là, c'était inspiré un peu des anciennes fêtes orgiaques grecques. Alors, je crois que c'est pas les bacchanales, c'est les
Lupercales, voilà, les Lupercales. Et donc, les Lupercales, c'était un peu SM. Hein. C'était le jour où, pour accélérer la fécondité des femmes, les hommes les fouettaient avec des petits martinets. Bon, ça, c'est pas la version la plus intéressante que je trouve. En revanche, en Europe du Nord, comme c'est toujours une période de fécondité, retour du printemps, nature, etc., on en faisait une vraie fête de la fécondité. C'est-à-dire que pour permettre de renouveler un peu les villages, etc. C'est la journée où les nanas avaient free sex party partout où elles voulaient. Donc, elles pouvaient avoir des relations sexuelles ou des relations amoureuses qui étaient tolérées par tout le monde dans le village. Et c'était une institution. Alors, dit comme ça, les gens croient toujours que je suis folle, mais il y a un sociologue qui a travaillé spécifiquement sur les questions de représentation du couple et de conditionnement des femmes, qui s'appelle Serge Chaumier, qui a écrit sur les questions. Donc, si vous voulez aller vérifier, surtout, n'hésitez pas, mais on est très très loin là-dedans. On voit que bien avant l'ère romaine et l'ère chrétienne, on est sur quelque chose de très féministe. C'est pas, c'est une période aussi. Alors je vais peut-être pas passer l'extrait parce que il est déjà 8h, mais si vous connaissez la série Damoiselle sur France 5. C'est une petite série qui fait des youtubeuses du temps passé, sous l'Égypte ancienne, etc. Et il y a un épisode sur les Gauloises, qui ne s'appelaient pas les Gauloises, hein, elles étaient toutes rattachées à une tribu, tout ça. Et donc, dans cet épisode, il y a un petit décryptage où on explique que la femme gauloise, en fait, elle était très libre, tout l'inverse de la femme romaine, qui avait à peu près la liberté et l'accès à la connaissance d'un labrador. Ça va pas plaire à Zemmour, ça, ton histoire. La gauloise, c'est une femme libre qui a le droit de choisir avec qui elle se marie, qui a le droit d'exiger de son mari un minimum de standards dans la façon de la traiter. Et s'il ne la traite pas bien, non seulement elle peut partir quand elle veut, elle a droit au divorce et tout, mais en plus, elle a droit à des dédommagements pour ne pas avoir été respectée par son mari. Donc vous voyez que cette histoire... Oui, vraiment, elle ne vote pas Zemmour, la femme gauloise. Ah non, la gauloise, si on revient à vraiment l'histoire de la Gaule, eh bien on est à l'opposé de Zemmour. On est au contraire dans une femme très indépendante et très libre, qui guerroie, etc. Donc d'un coup, quand on a ça en tête, on comprend que ce qu'explique Serge Chaumier sur les origines de la Saint-Valentin, très libertine, mais très féministe, en tout cas du côté du choix de la femme, eh bien, c'est très juste. Du coup, ça vous fait réagir, évidemment. Et il y en a qui veulent faire un défilé pour ça, le 14, Ludompora. Mais je crois que tu n'as pas compris, Ludompora. Ça veut dire que le 14 février, toutes les meufs ici, genre moi, genre Marion qui se cache derrière l'écran, on a le droit de choisir absolument qui on veut. C'est dans le respect et du consentement. Voilà, dans le respect du consentement. Et absolument tout le monde est d'accord avec ça. Et ça, c'est une Saint-Valentin que je trouve très drôle, très disruptive, très progressiste, et pourtant elle a plus d'un millier d'années. Après ça, il y a eu d'autres empires, d'autres religions, et aujourd'hui, depuis le 19e siècle, c'est même totalement l'opposé. C'est la fête du couple, très instituée, de façon très normée, socialement normée. Et en fait, dans cette fête-là, eh bien, il faut faire des présents à la dame, puisque c'est un peu le tribut, la dot. Et c'est particulièrement la société conservatrice anglo-saxonne qui a emporté ça, qui a largement conditionné les femmes. Et du coup, on se retrouve avec, le 14 février, la plus grosse vente de fleurs de l'année, fleurs coupées, fleurs industrielles. Et c'est un peu un saccage écologique. En plus, elles ne sont pas toujours très belles. Non. Donc, alors, je reprends une pétition qui est pour des fleurs, pour protéger la filière des fleurs françaises. On peut peut-être la mettre à l'écran. Ou pas. Et donc, cette pétition, elle est pour arrêter un peu le massacre écologique. Parce qu'en fait, hop, je vous le mets là, comme ça vous le voyez bien. 85% des fleurs vendues en France viennent de l'étranger, mais surtout un bouquet de 25 roses importées produit autant de CO2 qu'un vol entre Paris et Londres. Ok, mais là, tu dois partir chercher ta Valentine, donc je t'excuse. C'est même pas pour la Saint-Valentin, c'est mon cadeau de Noël. Merde. Et du coup, voilà, il y a des pays qui sont entièrement dépendants de ces productions, qui sont extrêmement polluantes. Par exemple, le Kenya, la Colombie, il me semble aussi la Tanzanie produit beaucoup. On peut peut-être enlever la pétition, mais vous pouvez aller la voir, elle a 20 000 personnes qui l'ont signée.
Et donc, voilà, la Saint-Valentin qui était à l'origine un truc plutôt pas mal, aujourd'hui, c'est un gros marché de vente où la question de l'amour passe un peu derrière, où le respect de la planète est complètement écrasé. Donc, offrir des fleurs, c'est très chouette. Offrir des fleurs qui détruisent la possibilité qu'ont d'autres fleurs de pouvoir pousser demain, en revanche, ça, c'est fort dommage. Et vous racontez plein de trucs. Donc la Gauloise était réfractaire à voter Zemmour finalement, a bien été repris. Vous pouvez le raconter autour de vous. Quand on dit que Zemmour n'est pas du tout un historien, c'est la réalité. Il déforme la réalité quand ça l'arrange. Vous aurez remarqué quand même qu'historiquement, en général, la vérité est déformée pour faire en sorte que les femmes, quand elles ont eu des périodes d'indépendance et de conquête des droits, se soient effacées et qu'on l'oublie très vite. Je le répète, la petite série Damoiselle sur FTV5, je crois, vous cherchez sur internet, c'est regardable en ligne, des petits épisodes rigolos de 5 minutes et un décryptage historique très drôle derrière aussi. Tous les épisodes sont pas excellents, mais globalement il y a des trucs cool. Herbe Pain Ludovic qui dit j'adore vos infos, sacré duo. Moi j'ai appris, j'ai appris des choses grâce à Sandra aujourd'hui sur la Saint-Valentin que je ne verrai plus comme une simple fête commerciale du mois de février, mais comme un moment de commémoration historique, si j'ai bien compris, assez particulier. Après, il y a une quinzaine d'histoires et d'influences sur la Saint-Valentin, donc moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve très drôle et très originale, mais elle est tout à fait réelle. Et Cladius corrige, c'est bien TV5 Monde, et la mini-série, merci beaucoup Fuchs de l'avoir mis. Vous rappelez que Zemmour contribution de Fuchs. Vernica dit Zemmour ne dit jamais des vérités historiques, c'est pas faux, mais il n'y a pas que là-dessus qu'on n'est pas d'accord avec lui. Après, à savoir si c'est une vérité ou pas, c'est différent. Nous, on assume autant. Alors, il y a Good News from the Stars qui dit il y a autant de salons que l'OPSA, de toute façon, quand les nanas vont ailleurs, c'est avec les mecs qui vont ailleurs aussi. Ok, belle leçon de vie. Je crois que voilà, la Saint-Valentin, ça inspire. Kacha 44 qui nous dit cueillir la petite fleur, vous offrir des versus, vous offrir des fleurs. Je fatigue, j'ai du mal. Du coup, ça vous inspire un peu tout ça? On n'est que lundi, ouais, mais les week-ends n'étant jamais réellement des week-ends, voilà. Et donc, Symbolium 1956 nous dit « L'histoire est une construction que chacun adapte au récit qu'il veut propager. C'est dommage, mais c'est un fait. » Oui, après, il y a des faits réels qui sont largement connus, sur lesquels on a des détails, des informations, tout ça. Des historiens qui ont travaillé. Oui, quand même. Alors, la controverse en science, c'est toujours intéressant, c'est primordial, mais il y a quand même des faits sur lesquels on peut être à peu près d'accord. Voilà. Vernica dit les fleurs c'est chouette. Alors je sais pas si ça veut dire en parler c'est chouette ou si ça veut dire que c'est chouette d'en avoir. Elles sont bien en pot aussi les fleurs, ça se conserve plus longtemps. C'est vrai. Et encore mieux dans la terre tout court parce que c'est un peu plus leur élément, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Et on va arrêter sinon tu vas voir quoi? Sinon, tu vas rater le misanthrope. Et j'avais pour tout dire, j'avais pris les places avant qu'on décide de faire une émission. Je dis pas de bêtises, c'est Molière. Oui, le Molière cité par Pécresse, mais mieux que Pécresse là. Oui, non, mais parce que moi j'ai grandi dans la ville de Molière qui s'appelle Pézenas. Il y a des Picénois, je vous dis bonjour et je vous fais plein de bisous. Et en fait, Molière, il était un peu à contre-courant et il a atterri à Pézenas parce qu'en fait, il emmerdait le roi de France à être un peu trop irrévérencieux. Et c'est comme ça qu'il a terminé là-bas. Je suis pas sûre que la Pécresse de l'époque aurait été très fan de Molière, donc l'avoir en faire un pataquès dessus est assez drôle. Il utilisait l'humour pour arriver à faire passer des choses. On essaye de faire la même chose aussi avec vous. J'espère qu'on y arrive et que tu t'amuseras beaucoup ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée. Comédie française. Comédie française, pas mal. C'est un beau cadeau de Noël que tu as eu. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ah oui, le chat. Du coup, si vous avez des choses dont vous avez envie qu'on parle un peu plus, si vous avez des sujets que vous voudriez plus voir, s'il y a des rubriques que vous trouvez pas terribles chez nous sur les autres émissions Twitch, on vous fait scène ouverte. Vous nous dites tout, soit dans le chat maintenant, soit plus tard. Il y a un mail de contact, non, Romain, là? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Instagram, un message privé, on prend tout ça. Nous, on a envie de continuer à construire cette émission avec vous. Là, c'est notre 4e, 5e? Je sais plus. 5e émission. On en avait loupé une, nous, parce que... Ouais, donc nous, c'est notre 4e. Pour moi, nous, c'est notre 4e. Mais c'est du coup la 5e semaine. Donc, c'est le début. On commence à rôder des choses. On aimerait en bouger d'autres. On est ouvert on a plein de super idées très disruptives, comme dirait Emmanuel Macron, mais on vous en parle pas encore parce que c'est pas sûr et on a peur que vous ayez très peur, vous aussi. On espère que la météo, ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît beaucoup, la météo.
Ouais, nous on aime bien la météo, c'est vrai. Donc voilà, donc on vous écoute. Alors vous dites il faut parler santé environnementale. Ouais, toi tu files. Merci beaucoup d'avoir réussi à venir. Et un grand merci à l'équipe qui nous supporte chaque semaine. Alors là, on a un peu réduit ce soir parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a changé de studio. On est au sous-sol là. Ils nous ont mis à la cave. On est planqués. Ils nous ont mis à la cave. Donc du coup, merci Quentin, merci Romain, merci Marion, merci ceux qui sont pas avec nous mais qui ont quand même travaillé à tout ça. Je pense à François, je pense à Pilou, j'ai oublié des gens encore, oui, plein, je suis sûre. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, Théo, les gens qui nous aident à faire les visuels, toutes ces personnes-là qui sont précieuses parce que voilà, parler plus de revenus universels et de pauvreté en France. Vous voyez, en fin de soirée, j'arrive à lire sur l'écran qui est en face de moi, ce que je n'arrivais pas à faire au début. Ça, c'est grâce à toutes les bêtises qu'on a racontées. Je pense qu'on peut envoyer le générique de fin. Bonne soirée.